La direction russe, je le déduis des déclarations que nous avons entendues des autorités statistiques et de la Banque centrale, a été surprise lorsque leurs efforts pour soutenir le rouble et s'engager dans la substitution des importations ont réussi si rapidement. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui j'ai de nouveau avec moi Nikolai Petro. Il est professeur de sciences politiques à l'université de Rhode Island et un expert sur la Russie et l'Ukraine. Il y a un an, il a publié un travail remarquable intitulé « La tragédie de l'Ukraine, ce que la tragédie grecque classique peut nous apprendre sur le conflit ». J'avais discuté de son livre avec lui à l'époque, alors jetez un œil si cela vous intéresse. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'un de ses articles les plus récents publiés sur antiwar.com. Il y discute de ce qui pourrait être la suite pour l'Ukraine. Nikolai, merci beaucoup de te joindre à moi de nouveau. C'est agréable d'être de nouveau avec toi, Pascal. Dans votre article, vous mettez en lumière les échecs des tentatives occidentales d'affaiblir la Russie politiquement, économiquement ou militairement. Vous présentez ensuite un scénario réaliste, ou disons, le meilleur scénario possible pour parvenir à une fin négociée de la guerre. Cependant, j'aimerais discuter un instant de la Russie et de sa relation avec l'Occident. Tout le monde ici est d'accord avec votre argument selon lequel la Russie est probablement aussi forte qu'elle ne l'a jamais été depuis sa reconstitution en 1991. Mais croyez-vous que les dirigeants de l'Occident collectif reconnaissent cette force, malgré la propagande incessante des sources principales? Je crois qu'ils en sont conscients, mais ils ne veulent pas l'admettre. Reconnaître cela signifierait reconnaître un échec significatif dans l'analyse et la compréhension qui s'étend sur des décennies. Il ne s'agit pas seulement des politiques récentes envers la Russie. Si nous considérons l'expansion de l'OTAN, en particulier sa croissance vers l'Est à la fin des années 1990, comme contribuant au conflit actuel, alors nous devons évaluer de manière critique la direction à long terme de la politique occidentale. Le problème ne réside pas dans un leader ou un autre, mais dans la position globale de l'élite politique occidentale. Nous ne résoudrons probablement pas cette impasse tant que les dirigeants occidentaux ne seront pas disposés à s'engager avec la Russie et à entrer en dialogue sur un pied d'égalité. Cela a manqué dès le début. L'Occident n'a pas saisi l'opportunité en décembre 2021 lorsque deux projets de traité ont été présentés. Ils auraient dû prendre la Russie au sérieux et accepter de s'asseoir et de discuter. Maintenant, nous savons qu'il y avait une autre chance à la fin de mars 2022, lorsque la guerre était presque terminée. Un texte de projet avait apparemment été négocié. Puis Boris Johnson s'est envolé pour Kiev, et l'Occident a dit à l'Ukraine de continuer à se battre, tout en prétendant qu'il ne faisait que soutenir l'Ukraine. Mais il devient de plus en plus clair que cela pousse l'Ukraine dans une situation dangereuse tout en niant toute implication. Alors la question est, comment la Russie a-t-elle réussi à tenir tête à l'ensemble des forces de l'OTAN qui lui étaient dirigées, à défaut de troupes de l'OTAN réelles? Quelle est votre analyse? Comment la Russie a-t-elle accompli cela? What's your analysis? How did Russia do that? So whenever there is a mismatch in expectations, Il y a un décalage entre les attentes de ce que l'on pensait qu'il se passerait et ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas juste que l'un des camps a réussi et l'autre échoué. Les deux, dans une certaine mesure, ont réagi de manière inattendue. Pour l'Occident, il est clair qu'ils ont non seulement sous-estimé la Russie mais aussi fondamentalement mal compris ce que la Russie avait accompli. Cela me rappelle les commentaires faits par des dignitaires américains, sénateurs et membres du Congrès qui ont visité la Russie dans les années 2000 et 2010. Ils étaient littéralement surpris de voir que les gens ne mouraient pas de faim dans les rues, ce qui était leur supposition. Ils avaient une vision complètement irréaliste du pays tel qu'il était à l'époque, s'étant transformé après la chute de l'Union soviétique. D'autre part, la direction russe, sur la base des déclarations des autorités statistiques et de la Banque centrale, a été surprise de voir à quelle vitesse leurs efforts pour soutenir le rouble et s'engager dans la substitution des importations ont réussi. Ils pensaient que cela fonctionnerait et avaient fait quelques tests préliminaires, mais ils ne s'attendaient pas à ce que l'économie russe s'adapte si rapidement, passant de ses anciens producteurs à de nouveaux.
old producers to new producers, first of all, and secondly, particularly the willingness of so Deuxièmement, il y a la volonté de nombreux acteurs non étatiques, et dans certains cas d'acteurs étatiques comme l'Iran, la Chine, la Corée du Nord et le Venezuela, de contourner l'impact des sanctions. En conséquence, l'Occident s'est engagé dans ce qui est essentiellement un jeu perdant. Quiconque a étudié les sanctions comprend qu'il y a un effort pour freiner le développement économique en introduisant davantage de sanctions. L'application de ces sanctions devient de plus en plus encombrante et laborieuse pour l'Occident. Ce n'est plus juste une déclaration générique, c'est très ciblé et nécessite une documentation étendue, des vérifications et autres. Un tel appareil encombrant ne peut pas suivre le rythme de la créativité et de l'agilité des interactions économiques qui se produisent dans le monde entier. J'étudie les sanctions depuis longtemps, depuis près de 40 ans, en fait. Il n'est pas surprenant pour quiconque connaît l'histoire et la littérature académique sur les sanctions qu'elles sont un outil inefficace pour changer de politique. L'Occident avait, avec le recul, certaines des idées les plus amusantes. Prenez, par exemple, l'idée selon laquelle vous pouvez sanctionner le pétrole russe mais seulement s'il dépasse un certain prix. C'était une idée créative, mais en fin de compte, c'est une proposition ridicule. Il s'agit essentiellement d'un monopole inversé ou d'un monopsone. Ils discutent, comme mon professeur d'économie à l'université l'expliquait, G. Warren Nutter, qui a servi en tant que secrétaire adjoint à la défense pour les affaires de sécurité internationale, ces sortes d'efforts ne réussissent jamais. Il mentionnait cela déjà dans les années 1970. Nous l'avons vu avec chaque tentative qui a été faite. L'exemple classique de son époque était l'embargo pétrolier arabe, qui tentait de restreindre l'offre et de faire monter les prix à des niveaux sans précédent aux États-Unis, mais cela aussi a échoué. Pourtant, nous continuons à emprunter le même chemin, à marcher sur les mêmes mines terrestres, n'apprenant rien des expériences passées. La seule raison à laquelle je peux penser pour cela est que les politiciens occidentaux ne sont pas principalement concentrés sur l'obtention de résultats. Leur but est de paraître comme s'ils faisaient un effort. Tant qu'ils transmettent cette image à leurs électeurs, et plus important encore, à leurs bailleurs de fonds, ils ne sont pas véritablement préoccupés de savoir si la politique est couronnée de succès. Dans votre livre de l'année dernière, La tragédie de l'Ukraine, vous parlez de l'aspect performatif de la guerre, n'est-ce pas? Nous observons maintenant un élément performatif fort dans la rhétorique guerrière de l'Occident également. Ce que vous dites est absolument juste. Cependant, l'Occident se retrouve désormais dos au mur, face à la guerre réelle. La Russie semble réticente à participer à ce jeu performatif avec l'Occident. Il semble que la Russie se moque des perceptions occidentales. Ou pensez-vous que la Russie participe aussi à cet acte performatif? Je pense toujours que, de manière générale, von Clausewitz avait raison en disant qu'il est difficile de distinguer clairement entre les effets militaires et politiques, et que la meilleure stratégie est de voir l'un comme une extension de l'autre. Si vous les séparez, ce qui a tendance à être la politique occidentale, vous finissez par accomplir des objectifs militaires, qui sont mineurs dans l'ensemble. Mais alors vous risquez de perdre de vue l'ensemble et de perdre la guerre. En regardant la stratégie occidentale au cours des dernières décennies, nous voyons que la composante militaire a obtenu des succès individuels. Cependant, lorsqu'il s'agit de transformer ces succès militaires en gains politiques à long terme pour l'Occident, l'Occident n'a pas réussi à atteindre ses objectifs stratégiques, même s'il a réussi dans ses manœuvres tactiques. Ce que nous voyons maintenant, c'est une évolution très longue et lente de la stratégie de la Russie. Il est encore sujet à débat en Occident quelle est finalement cette stratégie. Il serait dans l'intérêt de la Russie de laisser l'Occident dans l'incertitude. Par exemple, lors d'une négociation, la Russie pourrait alors avoir l'option de dire « Nous pourrions pousser l'affaire militairement plus loin au détriment de l'Ukraine et des intérêts occidentaux, mais nous préférerions ne pas le faire et plutôt négocier. » Cela leur donnerait un sentiment de levier, pour ne pas dire « Eh bien, nos objectifs n'ont jamais été d'aller aussi loin que, par exemple, d'occuper toute l'Ukraine. » Juste pour laisser cela comme une possibilité théorique. Même si je suis tout à fait d'accord avec Mearsheimer et d'autres qui, dès le début,
ont souligné que la Russie n'avait clairement pas l'intention d'occuper l'Ukraine avec les maigres forces qu'elle a utilisées pour envahir. Plutôt, elle avait en tête une série d'objectifs plus limités. Il semblait qu'elle était sur le point d'atteindre ses objectifs après la négociation des accords d'Istanbul. Mais comme vous le dites, à ce moment-là, l'Occident a estimé que ce serait un coup trop sérieux à sa stratégie vis-à-vis de la Russie, indépendamment de l'Ukraine. L'Ukraine était, malheureusement, pas une préoccupation pour les dirigeants occidentaux. Ils utilisaient seulement l'Ukraine dans le contexte de l'établissement d'un nouveau containment de la Russie. C'était la seule raison pour laquelle l'Ukraine intéressait les dirigeants occidentaux. Et cela venait après un autre incident que nous ne devrions pas oublier, l'utilisation très rapide des forces alliées de la CEI, mais principalement des forces russes, au Kazakhstan quelques mois plus tôt pour réprimer une rébellion. Il semblait juste à l'Occident qu'il ne pouvait pas tolérer une autre victoire de Poutine à un si petit prix pour la Russie. Il serait prêt, comme le président Biden l'a souvent dit, à payer n'importe quel prix aussi longtemps que nécessaire pour empêcher que cela se produise. Je veux dire, nous voyons maintenant que le dicton de l'ambassadeur Shah Freeman, que l'Occident est prêt à combattre jusqu'au dernier Ukrainien, est absolument correct. Même maintenant, il n'y a toujours pas de discussion sérieuse émanant de l'Occident. Alors que nous parlons ici, très tard en novembre, le 28 novembre, il semble que quelque chose se passe en coulisses où l'Occident essaie de négocier avec la Russie. Dès le début, même avant la guerre, la Russie a dit « Nous ne voulons pas négocier avec Kiev. Nous voulons négocier avec Washington. Vous devez accepter que cela se passe entre nous. » Autant que je puisse le voir, la position russe est toujours que Kiev doit être prise en considération, et il s'agit de l'Ukraine. Mais pour les Russes, l'Ukraine n'est pas l'acteur principal avec lequel ils veulent réellement parvenir à un accord de sécurité pour l'Europe. J'ai toujours soutenu qu'il y avait plusieurs niveaux dans ce conflit. Ce n'est pas que la Russie ne veut pas négocier avec Kiev, ou même avec Berlin, Paris et Londres d'ailleurs. Ils pensent qu'ils ne sont pas ceux qui prennent les véritables décisions. Le ministre des Affaires étrangères Lavrov a dit que si vous voulez parvenir à un véritable accord qui abordera les problèmes de l'Europe et de l'Ukraine, vous devez négocier avec les États-Unis. Les États-Unis doivent être impliqués car ils sont le principal bailleur de fonds de l'effort de guerre du point de vue de l'Occident. J'ai été frappé par la clarté avec laquelle cela a été exprimé par le secrétaire à la Défense Austin, le haut-commissaire de l'UE Joseph Borrell et le président Zelensky. Ils ont tous utilisé un langage très similaire, déclarant assez clairement « Nous savons comment mettre fin à cette guerre ». Chacun d'eux a dit à sa manière « Arrêtez l'aide. Si l'aide est arrêtée, cela mettra effectivement fin à la guerre. » Mais ensuite, ils ajoutent « Nous ne sommes pas prêts à faire cela. Nous ne voulons pas mettre fin à la guerre à ces conditions. » Cela a été le principal obstacle. Les États-Unis et l'Europe ne sont pas capables de définir ce qu'ils entendent par victoire. Ainsi, la définition est laissée à l'Ukraine, qui, du moins l'élite politique à Kiev, a décidé qu'elle n'avait rien à perdre en déclarant des objectifs maximalistes. Accomplir moins serait l'équivalent de leur perte. Ainsi, ils n'ont rien à perdre à plaider pour le maximum, même si cela signifie la perte de beaucoup plus de territoire et de nombreuses autres vies ukrainiennes. Les maximalistes aux États-Unis continuent de croire que l'Ukraine a besoin d'une aide accrue pour expulser les Russes, y compris de Crimée. Pas plus tard que la semaine dernière, un collègue d'une université de Washington a interviewé l'ancien commandant militaire en chef de l'OTAN, non pas le secrétaire général, mais l'ancien, le général Ben Hodges. Dans cette interview, que je mettrai en lien dans la description, le général Hodges a affirmé que l'Ukraine a besoin d'un soutien global pour remporter la victoire et repousser la Russie hors de son territoire, même maintenant en novembre 2023. Ce sentiment est-il toujours répandu à Washington? Do you think this is still prevalent, this sentiment in Washington? Je ne pense pas que cette évaluation soit encore considérée comme réaliste par la majorité des analystes qui étudient la question. Les personnes dont nous parlons, comme l'historien de Yale Timothy Snyder et Anders Aslund, qui a récemment publié un article dans le Kyiv Post, ainsi que Ben Hodges et d'autres, fournissent des analyses que je lis avec grand intérêt.
Il est important pour les défenseurs de l'Ukraine de comprendre cette politique qui encourage l'Ukraine à continuer de se battre dans ce qui semble être pour la plupart des analystes une guerre sans espoir. Sur quoi compte-t-il exactement? J'ai réduit cela à essentiellement une poignée de facteurs qu'il croit capables de transformer la situation militaire. Il pense que ces facteurs vont déstabiliser la Russie et la forcer à négocier. Ces facteurs incluent des armes, mais pas n'importe quelles armes, de nouveaux types, potentiellement avec une sorte de technologie miraculeuse. Les Allemands ont un terme pour cela, Wunderwaffe. Je ne suis pas sûr que cette technologie existe même, mais si c'est le cas, alors nous devrions la partager avec l'Ukraine. Cependant, je pense qu'il est très peu probable et irréaliste pour des raisons de sécurité que l'Occident fournisse une telle technologie en très grand nombre. Il est discutable de savoir s'il est possible de le faire et si cela devrait être fait immédiatement sans aucun délai. Deuxièmement, il y a l'hypothèse que cette arme existe et qu'elle brisera la volonté de la Russie de combattre. And that it will break Russia's will to fight. The second hope is to offer. La deuxième espérance est d'offrir aux Ukrainiens un sentiment d'espoir en accélérant leur adhésion potentielle à l'UE et en négociant une importante initiative de donateurs, semblable à un plan Marshall. Cependant, l'aide que l'Occident a jusqu'à présent offerte à l'Ukraine dépasse déjà de loin la valeur du plan Marshall, une fois ajusté des dollars de 1948 à la monnaie d'aujourd'hui. Ces efforts pourraient transformer l'effort de guerre. Toutefois, il y a un problème. L'Occident ne dispose pas de l'armement nécessaire, ni de la capacité de production pour le livrer à temps. De plus, l'idée d'assouplir les règlements pour l'adhésion à l'UE, sans parler de l'adhésion à l'OTAN, qui est une perspective encore plus lointaine pour l'Ukraine, est irréaliste. C'est particulièrement impensable dans l'environnement contesté actuel où l'Ukraine se bat encore pour des parties de son territoire. Toutes ces possibilités, y compris les garanties de sécurité et les promesses financières, ne peuvent être réalisées qu'après une sorte de règlement politique. Il me semble que ceux qui plaident pour un effort militaire accru mettent la charrue avant les bœufs. Ce qu'ils font, c'est argumenter quelque chose qui, si cela avait été possible, se serait déjà produit au cours des 18 derniers mois. C'était l'espoir de la première résistance de l'armée ukrainienne, qui a repoussé les avancées russes jusqu'à la ligne où elle se trouve maintenant. C'était également la promesse faite par bon nombre de ces mêmes individus, y compris Ben Hodges que vous avez mentionné. Ils prétendaient que cette percée militaire serait accomplie à la suite de la contre-offensive. Cependant, des analystes prudents comme Anders Aslund commencent à nuancer leurs termes de manière intéressante. Par exemple, dans son essai dans le Kyiv Post, il soutient que l'Ukraine se porterait beaucoup mieux si elle recevait toute cette aide. Mais lorsqu'il s'agit de définir ce qui devrait constituer un succès pour l'Ukraine, comme il le dit, il suggère qu'il suffirait de déclarer un succès si l'Ukraine pouvait faire sauter les 2 ponts reliant la Crimée au territoire russe. Cela porterait certainement un coup au moral des forces russes. Cependant, selon toute norme militaire, cela n'aurait aucun effet perceptible sur l'issue de la guerre. Surtout maintenant, comme la plupart des gens le croient, la Russie est dans cette guerre pour le long terme. Il est probable qu'elle considère ces dommages et tout autre dommage à son infrastructure comme la preuve positive qu'elle doit poursuivre cette guerre jusqu'à une victoire russe ultime. Pourquoi ces gens nous disent-ils que nous sommes naïfs et stupides lorsque nous voulons conclure un accord avec la Russie, alors qu'ils pensent que détruire un pont, qui peut être reconstruit en environ 1 mois et demi à 2 mois, c'est réellement gagner la guerre? Cela me semble tellement contradictoire. Je pense qu'ils font preuve de mauvaise foi. Ils essaient de se détourner de leurs promesses initiales concernant ce qui pourrait être accompli et trouvent un moyen de définir n'importe quel résultat comme une sorte de victoire. Du point de vue de ceux qui, comme vous et moi, recherchent la paix comme objectif principal, c'est en réalité une avancée positive. Cela suggère qu'ils ne sont pas assez naïfs pour croire à leur propre rhétorique. Au lieu de cela, ils ont un rôle à jouer, une fonction à remplir. L'une des logiques sous-jacentes de cet argument est de se rappeler que pour ces personnes, comme nous en avons discuté, ce n'est pas le bien-être de l'Ukraine et des Ukrainiens qui est primordial. C'est le contexte de l'Ukraine comme manifestation de la lutte globale plus large contre le mal. Dans cette lutte mondiale, les États-Unis et leurs alliés sont d'un côté, et la Russie et ses soutiens de l'autre. Dans ce contexte, on ne peut pas se permettre la moindre faiblesse ou indécision de la part des personnes qui ne veulent pas mourir pour la cause du bien. On ignore simplement ses souhaits et on poursuit ses objectifs.
Nous devons reconnaître que parmi les acteurs impliqués, principalement les États-Unis, les Européens, les Russes et les Ukrainiens, la seule partie qui se sent encore relativement à l'aise avec l'équilibre des coûts et des avantages, ce sont les États-Unis. Les États-Unis dépensent plus d'argent pour leurs propres armements, réussissant à attirer les industries européennes à se transférer de l'Europe vers les États-Unis, et remplaçant les ressources naturelles russes par du gaz naturel liquéfié américain et d'autres ressources. Donc, franchement, les Américains s'en sortent comme des bandits dans cette affaire. Well, to put it frankly, making off like bandits in this.